On va passer maintenant sur une autre application, sur l'amélioration des conditions de travail. Quoi qu'on a vu que ce que vous nous avez présenté pouvait aussi avoir un impact aussi sur les TMS notamment. Mais là, on va parler maintenant exosquelette. Bonjour à tous, je Cyriac. ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, tout à fait. Ouais, super. Alors, bonjour à tous. Et effectivement, comme vous venez de le dire, on va parler un peu plus des conditions de travail, donc s'axer sur les conditions de travail. Je me présente très rapidement, donc je suis ergonome, je suis responsable du service ergonomie chez HMT, une entreprise qui à la base donc, un bureau d'études spécialisé dans la conception d'exosquelettes. Et donc on a un service ergonomique qui répond à des demandes très diverses, dont souvent l'entrée, et donc la problématique, correspond à une entrée TMS, donc à des problématiques de TMS. Alors, donc je vais vous parler un petit peu des exosquelettes. Et pour en parler, je vais choisir non pas le champ, enfin je vais pas choisir de parler uniquement du produit, mais je vais plutôt m'axer sur la conduite d'un projet. Parce que vous allez voir que ce qui est le plus important finalement sur ce type d'intégration, c'est vraiment le projet et comment on le mène. Mais comme d'ailleurs les intervenants avant moi ont pu le dire, il y a vraiment l'importance d'une démarche derrière et aussi du produit évidemment. Alors, un très rapide tour d'horizon sur les TMS et quelques chiffres. TMS, ça représente, en tout cas en France, 87% des maladies professionnelles. Ça représente 22 millions de journées de travail perdues par an, c'est énorme. 2 milliards d'euros dépensés par les fonds. Et puis, à peu près, c'est le coût moyen d'un TMS, 23 000 euros. Les conséquences que ça peut avoir, elles sont plurielles. La première, c'est une perte d'activité ou d'emploi pour le salarié. Ça a des conséquences assez graves sur sa vie privée. Ça peut être aussi une perte de mobilité. Donc là, encore une fois, sur la vie privée, c'est un impact qui peut être très grave. Ça peut être pour l'entreprise aussi la perte d'un savoir-faire, parce que quand on perd un opérateur qui est qualifié et qu'on a mis parfois 2, 3, 4 années à former, c'est très important de ne pas le perdre. Et puis le dernier aspect, c'est une perte financière, puisque comme on vient de le voir, c'est un coût direct, et puis c'est aussi un coût indirect. Concernant le projet que je vais vous présenter, on va aborder le thème de l'agroalimentaire, forcément, et avec l'entreprise Erta, que certainement vous connaissez tous, sur le site d'Ilkirch, donc en Alsace, avec ici le cas de production de charcuterie, donc de saucisses, les knackis, vous connaissez tous. Voilà, donc Erta, c'est 3 sites de production, dont 2 en France, et 2 sites logistiques. Je passe rapidement. Donc, sur le site de Ilkirch, on retrouve 2 chaînes de production. Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu le process et puis pour contextualiser. On retrouve 2 lignes de production, une pour les saucisses et une pour les jambons cuits. Et tout se fait en équipe, enfin sur 2 équipes. Une qui fait 6h, 14h et une deuxième équipe qui fait 14h, 22h. Ils sont au total à peu près 500 collaborateurs dans cette usine. Donc on a reçu une demande il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi à propos d'un poste qui concernait le dépotage de bacs. Donc en fait, à l'arrivée dans l'usine, donc les ressources de matières premières, c'est-à-dire de la viande, il faut dépoter ces bacs et préparer pour que ça aille en fabrication ensuite. On a été faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité et puis très rapidement on s'est rendu compte que ce n'était pas un poste intéressant sur le plan des exosquelettes, donc la faisabilité a été rejetée. Par contre, on a orienté notre projet sur un autre poste, déjà parce qu'il était à risque concernant la TMS, et puis aussi parce qu'il y avait on peut dire une faisabilité qui était largement plus perceptible que sur l'autre poste. Donc, cette analyse de la demande nous a permis d'orienter notre projet vers un autre poste, celui de l'accrochage des saucisses. Donc je vais vous en parler rapidement après, mais ce qui nous a permis de mener à bien ce projet, c'est, comme on l'a vu pour la première intervenante, c'est le diagnostic et donc l'analyse de l'activité. Ça nous a permis d'abord de comprendre le travail dans toute sa complexité, hein, c'est-à-dire avec tous les aspects, que ce soit les facteurs physiques, psychosociaux, organisationnels ou même cognitifs, qui sont très importants. Et ça nous a permis de les prendre en compte de manière à proposer des pistes d'amélioration qui soient en cohérence avec le projet d'entreprise. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que
Cette analyse de l'activité nous a permis de connaître et de comprendre une liste de situations de travail, donc un petit peu à la manière, encore une fois, de ce qui est fait en robotique. Une liste exhaustive de situations de travail, de manière à prévoir ensuite des scénarios pour pouvoir simuler les pistes de solutions qu'on proposait. Donc, très rapidement, le process d'entreprise, comment ça se passe, quasiment comme dans toutes les entreprises dans l'agroalimentaire, hein. Il y a la partie réception et stockage, une partie préparation de la matière première, où là on prépare des palettes, une partie fabrication, une partie de conditionnement, et puis ensuite vers l'expédition, où là on part sur le site de logistique. Sur la fabrication, donc la partie de l'entreprise qui nous intéressait ici, on a plusieurs parties, on va dire, de process. Une première partie de broyage de la matière première, ensuite on mélange avec certaines épices et de l'eau pour créer une pâte. Cette pâte, elle doit être raffinée, puis embossée, donc on la met en boyau. Et là, on a une partie où l'opérateur, on le voit ici, doit venir se saisir des saucisses qui sont accrochées. Donc, il prend une aiguille, il passe l'aiguille dans le chapelet de saucisses et il vient accrocher les saucisses en fait en hauteur. Donc, un coup en hauteur et un coup à hauteur de bassin. Une fois que ces saucisses sont accrochées, elles partent au fumage. C'est l'intérêt de les accrocher. On les met sur une cage qui va passer dans un fumoir. Et à partir de là, elles ressortent du fumoir et elles sont décrochées, donc l'opération inverse, pour être épluchées à la vapeur. Globalement, ce qui ressort de cette analyse de l'activité, c'est qu'on a plusieurs déterminants qui sont problématiques. Le premier, c'est la quantité de saucisses produites. Forcément, on est sur de très très grosses quantités, et donc ça induit derrière une activité pour l'opérateur qui est très répétitive. Et comme vous pouvez l'imaginer, répéter 1100 fois un geste par jour, dont la moitié au-dessus des épaules, ça peut être très très sollicitant pour un groupe musculaire en particulier, celui des fléchisseurs de l'épaule, et donc on risque forcément de créer des TMS. Ça couplé au fait que ce soit une activité qui demande une forte concentration, puisqu'il faut toujours venir accrocher au bon endroit, et ben on se retrouve avec un coût cognitif qui est assez important, une charge mentale. Et donc derrière, on a un risque de TMS qui est accru. Donc, une des solutions qu'on a proposées, c'est d'intégrer progressivement la polyvalence, puisque ce ne sont pas des postes qui demandent une forte qualification. Donc, on peut se permettre de faire tourner les opérateurs de manière à faire varier les activités au niveau des groupes musculaires. Voilà, donc de modifier un petit peu et de casser cet aspect monotone du travail répétitif. Ensuite, un des autres déterminants sur cette activité, qui est certes très répétitive, mais qui en plus de ça, doit être effectuée à chaque fois à 1,80 m du sol, en tout cas pour la moitié des épingles. Et donc, ça entraîne une flexion de l'épaule à chaque fois. Et donc, encore une fois, l'utilisation de certains muscles de manière répétée. Donc, il y a un risque de frottement avec une partie osseuse qu'on appelle l'acromion et de déchirure. Quand il y a déchirure, il y a opération et en général, l'opérateur ne récupère pas la totalité de ses capacités. Donc là, on a un risque de TMS qui est très important, ne serait-ce que par la hauteur de l'accrochage des épingles. Donc il y a deux pistes d'amélioration qui sont présentées à nous. La première, et c'est en général ce qui doit être priorisé en ergonomie en tout cas, c'est de reconcevoir l'environnement de travail, notamment les machines, de manière à supprimer cette contrainte d'accrochage à la hauteur. Sauf que là, évidemment, c'est une usine qui est assez vieille et où repenser toute l'organisation et tout l'environnement de travail, ça imposerait des coûts qui seraient déjà énormes. Et puis aussi, ça un temps de reconception, de reconception et de refabrication du bâtiment qui serait beaucoup trop important, donc des pertes financières énormes. Du coup, c'était impossible et c'est là qu'on voit qu'il est très important de prendre en compte l'ergonomie en conception et donc en amont de la conception des situations de travail plutôt qu'en correction, comme ça arrive ici. Et donc, dans ce cas, c'était impossible de reconcevoir. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a proposé à l'entreprise la conception d'un dispositif d'assistance physique, qu'on appelle aussi exosquelette, un peu plus vulgairement, de manière à soulager le poids des bras à chaque fois qu'il y a une flexion de l'épaule. Donc, le but ici, c'est de diminuer la tension musculaire, plutôt l'activité musculaire, de manière à réduire la taille des tendons qui se dilatent quand ils sont trop utilisés.
et donc de manière à venir j'ai un écho. J'ai un écho, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que quelqu'un a réactivé son micro par hasard? Ah, on vous entend bien. L'écho a disparu. Ok, c'est bon, ça va mieux. Super. Donc je disais, la solution qui a été proposée ici, c'est de venir concevoir de manière collaborative avec les opérateurs un dispositif d'assistance physique qui correspond à leur activité et qui leur permette de soulager la flexion d'épaule à chaque fois. Je ne vais pas passer. C'est bon là, qu'est-ce que vous voulez faire là? Elle est passée la diapo Ouais. là. J'arrive pas à passer. En fait, il y avait un troisième déterminant. Voilà, c'est bon, il arrive. Donc, un des troisièmes déterminants sur cette activité, je vais essayer de passer assez vite pour vous parler plutôt exosquelette, c'était celui de la qualité du soulage qui est très importante. Donc, il doit y avoir un espacement assez important entre chaque aiguille d'accrochage. Et donc, ça implique qu'il y a des contraintes qui sont demandées aux opérateurs concernant cette qualité, et que donc entre chaque aiguille, il doit y avoir 3 crochets. Ce qui fait que les opérateurs doivent compter à chaque fois le nombre de crochets qu'il y a entre chaque aiguille sur la cage. Donc ça implique une contrainte cognitive, encore une fois une charge mentale. Parfois il y a des erreurs, ces erreurs il faut les corriger. Donc ça implique forcément une charge physique plus importante. Et derrière ce stress et cette charge physique plus importante, elles peuvent à elles seules provoquer des TMS. Donc, ce qui a été proposé ici, c'est d'indiquer à l'aide de repères visuels sur la cage les endroits où devaient être placées les tiges. Ça permet aux opérateurs de soulager une partie de la contrainte cognitive, donc de ne plus avoir à se concentrer sur cet aspect, derrière de générer moins de stress et donc forcément de limiter le risque de TMS. Voilà. Je vous aide. Très bien, super. Merci beaucoup. Et enfin, une des dernières pistes d'amélioration, c'était simplement d'allonger un câble de manière à ne plus avoir à aller le chercher en hauteur à chaque fois. Donc d'éviter le mouvement de flexion de l'épaule. Voilà, donc on a proposé ces 4 leviers qui ont tous été mis en place. Et puis l'activité dans toute sa globalité a été soulagée en fait. Donc ça, c'était un travail collaboratif avec les opérateurs. Et puis, par rapport à ce que je vous disais au niveau de l'exosquelette, on a lancé un projet de conception collaborative. On est venu avec un premier proto. Donc, à la suite du diagnostic avait été effectué, enfin, avait été rédigé un cahier des charges. Ce cahier des charges, il a été traité en groupe de travail avec les opérateurs et avec la société ARTA, de manière à le valider. Et puis, à partir de là, on a, par le biais d'itération, amené un premier prototype, puis en fonction des retours opérateurs, améliorer ce prototype de manière à ce qu'il corresponde parfaitement à l'activité et aux besoins réels des utilisateurs. Et non pas juste à un cahier des charges qui était la partie plutôt théorique et prescrite de l'activité. Donc ce dispositif, il est assez simple. On a une ceinture sur laquelle vous reposez les efforts, puis 2 barres où se trouve le mécanisme. Ce sont simplement des élastiques, des tenseurs, on va dire, qui restituent un effort et permettent donc de soulager à chaque fois qu'il y a une flexion de l'épaule, que le bras va engager une flexion de l'épaule. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lève les bras. Ce qui fait que sur la globalité de l'activité des opérateurs, on est venu soulager quand même la moitié des mouvements, c'est-à-dire tous ceux où il y avait un besoin de passer au-dessus des épaules. Et puis en fait, ceux qui n'étaient pas problématiques, donc ceux au niveau du bassin, l'opérateur peut toujours continuer à les effectuer de la manière où il le faisait avant. Donc encore une fois, c'est une solution qui a été proposée uniquement parce qu'il était impossible de reconcevoir totalement l'environnement de travail. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Un exosquelette, ce n'est pas une solution miracle. C'est une solution qui doit venir être proposée uniquement quand on ne veut plus rien faire. C'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. Et il est super important d'appliquer tous les principes de précaution avant de penser à un exosquelette. Il vous reste 2 minutes. Hein. Ouais, je fais très très vite.
Donc, ce qui est important, encore une fois, pour intégrer un dispositif d'assistance physique ou un exosquelette, c'est de mettre en place un groupe de travail avec des opérateurs qui sont volontaires. Ça, c'est super important. On mène un projet pilote avec des volontaires et on ne force pas les gens à utiliser un dispositif d'assistance physique ou n'importe quelle idée d'amélioration. On présente et on informe en amont les opérateurs, on les forme aussi à l'utilisation, à propos des idées reçues par exemple qu'on peut avoir sur les exosquelettes, et aussi à propos de ce que ça va apporter réellement ensuite, et aussi des contraintes que ça peut avoir. Hop. La partie de simulation en situation réelle est super importante, avec ce que je vous évoquais au début, des situations de travail, enfin, une liste de situations de travail qu'on a ciblées, et donc des simulations par rapport à ces situations de travail, de manière à pouvoir vérifier ou invalider certains points, et donc reconcevoir s'il y a besoin pour adapter l'activité. Les fameuses itérations, donc en fonction des retours qu'on a, eh bien, on se dit voilà, il y a certains points à améliorer, certains points à conserver, et donc notre équipe d'ingénieurs travaille sur l'amélioration du dispositif. Voilà, les améliorations. Donc pour conclure, très rapidement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un petit peu à la manière des solutions qu'on a pu voir avant, eh bien, je pense que en termes d'exosquelette, il faut bien se dire que chaque problématique est différente et que donc chaque problématique doit avoir une solution différente qui est apportée. Ça, c'est super important et on ne peut pas, en tout cas à aujourd'hui, on peut que très difficilement standardiser un exosquelette et dire qu'il conviendra à toutes les situations de travail. Voilà. Je vais passer sur la suite du document. Ce sont des exemples, si vous voulez, on pourra les reprendre après, il n'y a pas de souci. Ce sont d'autres exemples d'applications.